soir, nous avons l'honneur d'accueillir l'un des plus grands œnologues de Bordeaux, si ce n'est du monde, qui, par sa personnalité, sa sensibilité, son humilité, mais aussi sa poésie, a su s'affranchir des styles qui ont marqué la viticulture des 50 dernières années pour élaborer, durant 44 millésimes, le vin de Pétrus, ainsi que les autres crus des établissements Jean-Pierre Moueix. Il nous fait la joie d'en parler ce soir. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Monsieur Jean-Claude Berrouet. Comment ça va? C'est très intime, hein. Il n'y a pratiquement personne. Jean-Claude, il y a un début à tout, même dans le vin. Vous n'êtes pas issu d'une famille de vignerons, mais quel a été l'élément déclencheur qui vous a poussé à travailler dans le vin? Alors j'ai eu deux grands-pères. Un grand-père maternel qui avait une cave à vin dans un quartier populaire de Bordeaux, rue de Bègle. Et c'était l'époque où les gens venaient avec leur panier remplir des bouteilles de vin de table. Il y avait le 9,5, le 10,5, le 11,5, des demi-muits. Et le jeudi, qui était journée de liberté pour les enfants qui allaient à l'école, et on m'autorisait à remplir les bouteilles. Le robinet de bois. Alors, je l'ouvrais à fond, et cette émulsion qui dégageait des odeurs me fascinait. J'avais 7-8 ans. Et à partir de là, j'ai décidé que ce serait mon lien pour toute ma vie professionnelle, le vin, voilà. Et puis aussi, il m'a fait boire, j'ai dégusté mes premiers vins à l'âge de 5 ans. Vous voyez, c'est dangereux le vin, il ne faut pas le boire trop jeune, mais non, mais en faisant Chabrot, on voit où ça mène. en faisant Chabrot, donc dans les bouillons gras en particulier, ça faisait des yeux merveilleux, ça me fascinait, c'est là où j'ai eu mes premières relations gustatives avec le vin. Justement, quand on est enfant ou adolescent à Bordeaux, quel type de vin buvait-on à table dans les années juste après-guerre, les années 50? Alors, il faut, je fais un petit rappel. C'est une période où la Gironde produisait beaucoup plus de vin blanc que de vin rouge, on l'a un peu oublié. Oui. Et dans la cave de mon grand-père, c'était un quartier où il y avait beaucoup d'artisans, des menuisiers, des charbonniers, enfin peu importe. Et les ouvriers qui travaillaient dans ces petites entreprises, avant d'embaucher le matin dans ces verres coniques, ils venaient boire un petit coup de vin, mais c'était du vin blanc toujours. Ils ne buvaient que du vin blanc. Ils en buvaient un en débauchant, puis à 2 heures, ils recommençaient. C'est ce qui permettait d'avoir un certain dynamisme dans leur travail, sans doute. Et donc, on buvait du vin blanc. Et que le vin rouge était un vin qui était soit vin de table, qui allait chez les négociants et le verre, soit dans des propriétés de prestige, mais la notoriété des châteaux n'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas de médiatisation. Et on buvait de temps en temps des vins d'un certain millésime, de certains crus, mais dans des circonstances très, très exceptionnelles. Alors, est-ce que chez votre grand-père, on vendait des vins de Pomerol ou c'était plutôt des vins de la rive gauche? Une bonne question. Il ne savait même pas que ça existait, Pomerol. Et de temps en temps, il vendait quelques bouteilles à des fanatiques de Saint-Émilion, des fanatiques originaux, parce que sur la rive gauche, on buvait, à Bordeaux en particulier, on buvait des vins de la rive gauche. Alors ça me fait penser qu'il y a un très beau livre de Jacques Chastenay qui s'appelle « Le privilège des vins de Bordeaux ». Et jusqu'en 1789, alors il y a eu les Gilets jaunes aussi en 1789, je sais pas, et donc il y a eu un bouleversement. Et les vins du Libournais, de la rive droite, n'avaient pas le droit d'être logés dans des barriques bordelaises chez les négociants bordelais. Et ils étaient réunis d'ailleurs avec les vins de Bergerac à ce moment-là. Donc on a induit des comportements, des habitudes qui font que
bon, le Libournais était un peu considéré comme un monde un peu plus paysan que sur les grands châteaux de la rive gauche. Mais c'était lié également à la dimension des propriétés, parce qu'à l'époque, les crues de Pomerol, la moyenne devait être de 3, 4 hectares à peu près. Pas plus. Hein. Pas plus, c'était des toutes petites propriétés. Donc on est dans un monde totalement différent. Tout ça pour dire qu'ils ne vendaient pas des vins de la rive droite. Et vous êtes diplômé en 1962 de la faculté d'œnologie. Vous faites partie des premiers œnologues diplômés de la faculté d'œnologie. Et comment passez-vous de la faculté d'œnologie aux établissements Jean-Pierre Moix à Libourne? Alors, après mon diplôme, j'ai eu la chance de travailler dans un organisme qui était l'Institut technique du vin, qui avait son siège à la faculté d'œnologie. Et j'avais une position moitié travailleur, moitié étudiant. Et j'étais avec tous les nouveaux professeurs qui arrivaient. Et je pense en particulier à Gérard Seguin, Pierre Sudreau, des gens extraordinaires. Et j'ai appris un peu ce qu'était l'expérimentation en œnologie. Puis un jour, un monsieur à Libourne m'a demandé de venir le voir, Jean-Pierre Moix, un mardi à 15h. Et puis on a parlé pendant 1 heure, et puis il m'a dit, venez me voir le mois prochain. Alors de temps en temps, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Et donc, de fil en aiguille, au bout de 6 mois, il me dit, vous voulez travailler avec moi? Oui, pourquoi pas, oui. Et il me dit, vous allez vous occuper de nos crues, dont Pétrus. Et voilà comment je suis rentré aux établissements Jean-Pierre Moix le 15 septembre 1964, juste avant les vendanges. Est-ce que vous aviez déjà bu du Pétrus avant d'arriver aux établissements Jean-Pierre Moix? Alors bien sûr que non, je n'avais jamais bu le Pétrus, mais j'avais jamais vu une bouteille de Pétrus de ma vie. C'était vraiment l'Arlésienne pour moi. J'avais aucune idée de ce que cela représentait. Parce que autant les crus du Médoc, Margaux, Latour, Laffitte, pour un jeune œnologue, on connaissait. Mais c'est vrai que Pétrus, c'était... oui, les vins de Pomerol étaient très peu connus. Également, je le rappelle, je ne sais pas si on peut en parler dès à présent, tout le monde connaît le coq efferré, mais avant le coq efferré, il y a eu le coq. Et à la fin du 19e, il n'y a pas de rubrique Pomerol. C'est la période où il y a la transformation des vignobles de Bordeaux. On est en période post-phylloxérique. Oui, post-phylloxérique, pardon. Et il y a juste de signaler dans le Saint-Émilionnais les vins de Pomerol. Une rubrique. Donc, il n'y avait pas le regard sur les vins de Pomerol comme on a aujourd'hui. Donc, il y a le poids de l'histoire, du temps, qui gomme un peu les méconnaissances. Mais voilà, la notoriété s'acquiert avec le temps. Et alors, vous, Jean-Claude, vous arrivez à un moment qui est très particulier. Et peu d'œnologues, dans leur carrière, ont cette chance. En fait, vous arrivez à Pétrus au moment où débute la notoriété de Pétrus. Et vous allez passer votre vie à accompagner cette notoriété. Comment elle naît, la notoriété de Pétrus? Oui, alors je le raconte souvent. Eh bien, il y a deux... On n'était pas dans une période du marketing ou de la communication, mais il y a eu 2 grands communicants pour Pétrus. Premièrement, la reine d'Angleterre, c'est pas mal, puisque puis son mariage, on servait des Pétrus des années 30. Alors c'est tout, je ne vais pas vous raconter, mais c'est un peu long, tout un tas de circonstances. Son majordome avait fait la connaissance de Madame Louba, etc. Donc on servait du Pétrus, ce qui fait qu'en Angleterre, c'est devenu un vin phare et de référence. Et deuxième personne, c'était le président Kennedy, qui en avait fait son vin favori. Et sur la côte est des États-Unis, c'est devenu également un vin où pour les Américains, c'est devenu d'un engouement extraordinaire. Donc dans les restaurants, Pétrus était considéré. Mais il y avait également un 3e marché qui était beaucoup plus traditionnel. Les vins de Pomerol étaient beaucoup exportés en Belgique et en Wallonie en particulier. C'est le seul pays où je suis revenu avec des bouteilles de Pétrus 47 qu'on m'avait offert. Ils sont très généreux, les Belges. Oui, mais là, je le méritais. Là. Et alors, vous débutez avec un millésime remarquable, enfin, on le saura plus tard, c'est 64. Est-ce que quand on est un jeune œnologue et qu'on débute sa carrière avec un millésime comme celui-ci, est-ce que cela aide? Ah, ça aide énormément parce que
Je pense que pendant un mois et demi, je n'ai pas dormi. Ça a été vraiment une période de grande souffrance parce que il n'y avait pas la considération qu'on a pour les vins à cette époque. Et quand on m'a recruté, je commençais mes vendanges 8 jours après à la Fleur Pétrus. Ce serait inimaginable. Aujourd'hui, j'avais 22 ans, donc dans les clés, vous allez vinifier ce petit cru de Pétrus également. Et il n'y avait pratiquement pas de personnel, pas de matériel, on ne refroidissait pas. Et 64 est une année très abondante, grosse récolte. Il fait très très chaud. Alors, c'est un millésime où il y a une grosse différence entre la rive droite et la rive gauche, parce qu'elle a été très favorable au merlot, parce qu'il a profité d'un très beau temps, il a évité les pluies. Et donc, on remplissait les cuves, là, comme les unes après les autres. Et ça s'est mis à chauffer de tout. Et j'avais rien pour refroidir, etc. Et à un moment donné, j'allais chez l'établissement Videl acheter des blocs de glace, alors que je voulais mettre dans des poches en plastique pour les mettre dans des gargouilles pour refroidir. Mais comme ça a des arêtes vives, ça déchirait les poches en plastique. Donc, je les ai mis dans des sacs de jute, après dans des sacs de plastique. C'est comme ça qu'on est arrivé un peu à refroidir, mais ce n'était pas suffisant. Et la plupart de mes cuves se sont arrêtées de fermenter et que mon métier a été d'éviter la catastrophe, de stabiliser les vins. Et j'ai eu la chance, puisque je prenais la succession d'Émile Pénaud, qui était consultant à Pétrus, mais il m'a dit, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, il faut éviter de faire du vinaigre, vous allez voir, ils repartiront au printemps, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Et je me souviens, on faisait venir un camion-citerne à Pétrus au mois de juillet. On le mettait sur la cour, le parking, pour chauffer le vin, parce qu'on n'avait rien pour chauffer. Et c'est reparti. Et quand je vois la qualité des vins aujourd'hui, je peux vous dire toujours, c'est pas moi qui les fais, c'est vraiment le bon Dieu. Là. Mais à l'époque, est-ce que vous preniez la mesure de la qualité du millésime? Pas du tout. Ou est-ce qu'il y avait une notion, enfin, la notion de millésime était la même qu'aujourd'hui? Pas du tout. Alors, il y a une double réponse à votre question. D'abord, on ne prenait pas conscience. Il faisait beau, il y avait beaucoup de vins, ils étaient très, très aromatiques au moment des fermentations, mais on ne mesurait pas la qualité définitive du vin. Par contre, la notion de millésime à cette époque, et surtout dans les années avant-guerre et après-guerre, vous savez qu'on mettait en bouteille les grands crus. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup plus de vin blanc que de vin rouge. Je le rappelle, quand je commence ma carrière, en 64, on fait 60% de blanc pour 40% de rouge. Premier millésime qui bascule pour la première fois à Bordeaux, on fait plus de rouge que de blanc, c'est le 1970. Donc, on ne mettait en bouteille dans les grands châteaux que les bonnes cuves des bons millésimes. Et c'est comme le champagne. Quand on achetait dans des caves des vins, on disait un vin millésimé, mais on se moquait complètement du millésime parce que c'était toujours une référence qualitative. Donc, pour en revenir à votre question, alors aujourd'hui, de temps en temps, quand pour mon jubilé, Jean-François Moix a fait un repas, il y avait les 64 évidemment, puis après il y avait les millésimes qui suivaient. Je me dis, c'est incroyable, ce vin, c'est le plus jeune encore. Et puis, il était d'une qualité assez exceptionnelle, un millésime classique qui a un potentiel de vieillissement remarquable. Mais quand on est sur des millésimes comme ceux-là, juste après-guerre, vous me disiez qu'on mettait en bouteille que les grands millésimes. Mais quand on avait une succession de grands millésimes, est-ce qu'on les mettait tous en bouteille quand même, ou est-ce qu'on a des millésimes oubliés, par exemple? Ah, complètement. La plus grande série qualitative à Bordeaux, c'est 47, 48, 49, 50. Alors tout le monde connaît les 47, évidemment. C'est surtout sur la rive droite, je vous signale, cheval blanc de Pétrus, 47. Et 48 arrive, qui est un millésime remarquable, mais les gens n'ont pas mis le vin en bouteille la plupart du temps, parce qu'on dit, attendez, on a mis du vin en bouteille l'an dernier, on ne va pas recommencer. Et on a du mal à trouver des 48. Ensuite, il y a eu 49, l'année des incendies, c'est un millésime assez exceptionnel là aussi, et là on en trouve beaucoup de 49, et les 50, on les a oubliés de la même manière que les 48. Alors que c'est un grand millésime. Et c'est un très très bon millésime. Alors je les connais bien parce que François Vessière, qui est un de nos maîtres de chai, qui est né en 50, on va à la pêche, mais c'est un très très beau millésime, qui n'a pas tout à fait le même potentiel de vieillissement, mais c'est une grande référence qualitative. Alors quel était le style des vins de Bordeaux
dans les années 60. Alors, il n'y a pas de style, c'est la typicité. Parce que le style, c'est l'homme qui apporte le style, comme le couturier. Il stylise des vêtements pour vous, mesdames, en particulier. Eh bien, les vins de Bordeaux étaient des vins. La référence classique, c'était quand même les vins du Médoc. C'est ça, la référence classique des vins de Bordeaux. Des vins avec une assise tannique assez ferme, assez présente, qui s'affinaient avec le temps, qui se fondaient pour les rendre aimables et consommables avec le temps, et des vins avec des degrés alcooliques assez limités, c'est-à-dire que quand on était à 12,5, c'était... Le maximum. Non, mais c'était l'idéal. Pour M. Pénaud, c'était le degré alcoolique idéal au niveau de l'équilibre sucre, alcool, acide, etc. Donc, c'était ça la référence des vins de Bordeaux, des vins assez peut-être qui naissaient un peu austères, Oui. mais qui s'affinaient, qui s'exprimaient avec le temps. Donc, il fallait avoir un peu de patience avec eux. On est loin des styles d'aujourd'hui, des vins, des types de vins d'aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a plein de raisons là. On parle toujours de Pétrus, mais en ce qui vous concerne, vous ne vinifiez pas que Pétrus. Vous étiez à la tête d'une véritable écurie de grands crus. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Lesquels vous vinifiez? Alors, à Pomerol, il y avait Pétrus, évidemment, la fleur Pétrus, son voisin, Trotanois, qui est du gascon. Trotanois, ça se dit Trotanoï en gascon, ça veut dire trop d'ennui. Alors, parce qu'à Pomerol, on est vraiment sur le plateau, il y a beaucoup d'assises argileuses, et on a beaucoup d'ennuis à recultiver ces terres. Quand il pleut, on ne peut pas y rentrer. Quand c'est trop sec, on ne peut pas y rentrer. Dur, ouais. Donc, trop d'ennuis. Alors, c'est une référence qui est amusante sur le plan anecdotique. Il y avait la Grange, la tour Pomerol, qui appartenait à Madame Louba également, en même temps que Pétrus. Il y avait la Grange, la tour, je l'ai dit, la Grave, la fleur Pétrus, je l'ai dit. Voilà. Puis après, il y a eu d'autres acquisitions. Et sur Saint-Émilion Saint-Émilion, il y avait Magdeleine, Fort-Roch, qui est la première propriété familiale de la maison Moix, Moulin du Cadet à l'époque, La Fleur, et voilà. Et ça fait une belle écurie. Oui, comme ça, on ne s'ennuie pas. Alors, y a-t-il des crus, justement, que vous affectionniez particulièrement parmi tout cela? Ah oui, mais ça, je ne vous le dirai pas. Je ne veux pas avoir d'histoire. mais bien sûr, il y en a pour certains pour qui on a une certaine tendresse, parce qu'ils se livrent plus facilement. Là, voilà, il y a des relations un peu particulières, ils sont étonnants. Donc. Et est-ce que cette diversité de crus vous a influencé dans votre manière de travailler, d'élaborer les vins? Elle m'a plus qu'influencé, elle m'a enrichi, parce qu'on doit avoir un regard particulier pour chacune d'entre elles. Et que souvent je compare notre métier à celui d'un chef d'orchestre, et on est des interprètes de la nature. Et il faut faire un diagnostic. Quand on est à la fleur Pétrus, on est sur la ceinture graveleuse de Pomerol. Quand je suis à la Grange, on a des limons argileux et sableux qui arrivent. Et quand je suis à Pétrus, on est à 90% sur ce mamelon argileux. Donc l'interprétation, l'adaptation doit être différente. Alors ce n'est pas uniquement la vinification, c'est la date des vendanges, le choix judicieux de la maturité. Et puis après, l'approche de vinification, temps de vieillissement en fût, l'utilisation du bois neuf, et chaque produit a ses propres caractéristiques. Il faut être à son écoute, il faut écouter le vin. C'est le terroir. Quelle interprétation vous avez de ce mot? Oui, alors le terroir, c'est un mot qui est très galvaudé. Alors il apparaît pour la première fois au XIIIe siècle. C'est tout simplement la contraction du mot territoire. Donc c'est une zone avec des frontières, donc on a une identité de sol. Ensuite, il prend sa pleine mesure au XVIe siècle. Il y en a un qui l'a bien défini, c'est Olivier de Serres. Alors, il ne dit pas tout à fait le terroir, mais enfin, c'est un peu le terroir. Il dit que c'est l'expression de l'air, de la terre et d'un complan. Alors, l'air, c'est le climat. Alors, on confond toujours terre et terroir, parce que terroir, c'est plus complexe. Et un complan, dans le mot complan, il y a la plante et l'homme, parce que le complan, c'est la plante qui est cultivée par l'homme. Quand on se promène dans la nature, il y a des plantes sauvages, ce sont des plantes,
Mais vos pieds de tomates ou les salades, la vigne, ce sont des complants. Donc les 4 facteurs qui constituent le terroir, le sol, en premier, qui est le plus important, le climat, la plante et l'homme. Mais également les suffixes en oir définissent soit des outils, soit des fonctions. Le pressoir, le fouloir, les grappoirs, après il y a l'armoire, le tiroir, le mouchoir, etc. Et là, je donne une fonction, vous devenez mon auditoire. Si on casse la croûte ensemble, on va aller dans un réfectoire. Puis si vous endormez, et tous ensemble, ça va devenir un dortoir. Donc, ce qui veut dire que le terroir, c'est un caractère universel qui n'est pas lié uniquement au vin. Si chacun d'entre nous prend sa petite pelle et commence à cultiver un bout de terre, on crée un terroir, on donne une fonction à la terre. Et l'homme va découvrir au fil du temps qu'il y a des sols qui ont des prédispositions pour la pomme de terre, pour l'asperge, pour la vigne, etc. Donc voilà le terroir, c'est la fonction qu'on donne à la terre. Et jusqu'en 1955 à peu près, alors justement je parle toujours de mon grand-père, quand il disait d'un vin il a un goût de terroir, c'était toujours péjoratif. C'était une notion paysanne. Et aujourd'hui c'est devenu laudatif, c'est une référence identitaire. Et un vin de terroir, c'est un vin qui est capable de raconter l'histoire de son sol, de son climat, qui a une identité qui lui est propre. Et c'est ça le merveilleux du vin, parce qu'il nous fait voyager comme ça. Exactement. Et qu'est-ce qui fait la particularité de Pétrus par rapport à ses voisins? Alors, il y a une unité de sol. Alors, Pétrus, aujourd'hui, c'est 11 hectares et demi. C'est une petite entité viticole, mais dans le cadre de Pomerol, c'est déjà important. Et il y a ce mamelon argileux, donc il y a une unité de sol. Et il y a juste une petite parcelle de grave qui est dans une pointe. Alors je dis toujours, c'est rare, elle rentre. Il y a Olivier qui me surveille, mon fils. Elle ne rentrera jamais dans Pétrus. Alors j'ai mes potes de la rive gauche, ils me disent, mais qu'est-ce que tu as contre les graves? Mais j'ai rien, c'est pas un problème de grave, parce qu'il n'y a aucune formation géologique qui soit privilégiée. C'est pas parce qu'on a de l'argile qu'on fait du bon vin. Si je vais dans l'appellation Margaux, c'est pas parce qu'ils ont des graves. Si on va à Saint-Émilion, c'est pas parce qu'ils ont du calcaire. Mais chaque formation géologique a sa propre spécificité. Elle donne l'identité au vin, mais que le grand secret que nous ayons dans notre métier, la qualité d'un sol viticole qui lui donne sa grande vocation, c'est l'eau dans le sol. La régularité de l'alimentation en eau. Alors ma parcelle de Grave, elle est un peu en contrebas. Elle a une irrégularité d'alimentation en eau. Donc elle est à ce titre-là légèrement pénalisante. Alors que l'argile est un grand régulateur et que quand il pleut, ces fameuses argiles gonflantes, elles sont imperméables, ce qui fait qu'il n'y a jamais d'excès d'eau dans le sol. Et quand on est dans une période de sécheresse, l'argile qui se comporte comme une éponge a un grand pouvoir de rétention en eau, elle restitue l'eau à la plante. Voilà ce qui est l'originalité de Pétrus. Mais tant que j'y suis, je veux parler un peu de l'empirisme parce que aujourd'hui, Pétrus, c'est le merlot et l'argile. Alors moi, c'est un sujet qui me fascine et je n'ai jamais eu de réponse précise à cette question. Comment se fait-il qu'après le phylloxéra, Pétrus, par exemple, c'est 1885-1886, la création de Pétrus, on plante 100% de merlot. Mais c'est complètement fou. Alors que le cépage dominant était le Malbec, qu'on appelait Pressac sur la rive droite, avec une grande diversité de cépages. Et je me dis, l'intelligence des anciens, il ne faut pas la mettre de côté. Mais la science naît souvent de l'observation. De l'observation, exactement, de l'empirisme. Comment mince, excusez-moi. Je vous trouble ou quoi? Oui. Toujours. Comment avez-vous non pas marqué, mais accompagné de votre empreinte Pétrus? Parce que c'est dans votre manière de faire, vous l'accompagnez. Vraiment, je l'ai pas fait exprès tout à fait, mais c'est vrai, je le dis avec beaucoup de sincérité, et que il y a un moment donné, Pétrus existait avant moi, il existe après moi. Alors j'ai la chance qu'il y ait une filiation
réel avec mon fils, et que on continue, mais il n'y a pas de concept technique pour faire du Pétrus. Toute la philosophie, c'est de se mettre derrière ce qui fait l'originalité, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui est sa nature et de laisser un peu la nature s'exprimer. Alors, je compare notre métier à celui de chef d'orchestre, toujours. C'est qu'il y a une émission sur France Musique le dimanche après-midi. La Tribune des critiques. Comment ? La Tribune des critiques. La Tribune des critiques, où le même morceau de musique est joué par plusieurs chefs d'orchestre. Et le critique qui est là, alors le premier, il dit, il est très technique, il est appliqué, il ne fait pas de faute, mais ça manque un peu de sensibilité. Ah, le suivant, il a oublié, alors je vais prendre Mozart si ça vous plaît. Là, il a oublié que c'était Mozart, il joue de sa musique à lui, donc il a trahi le compositeur. Puis arrive le troisième, je ne vais pas tous les passer en revue, il dit, celui-là, il a fait un acte d'humilité, il a compris l'âme, l'esprit, la sensibilité. C'est vraiment toute l'âme de Mozart qui s'exprime. Mais notre métier, ça doit être exactement la même chose. Voilà. Faire acte d'humilité face à la nature. Voilà, face à la nature, et surtout ne pas se laisser envahir par des concepts techniques qui pourraient faciliter et créer l'illusion de la qualité. Et peut-être qu'on parlera de la dégustation, je ne sais pas, mais oui. La dégustation donne l'illusion de de la qualité. On va en parler après. Mais avant, j'avais une autre question qui reste encore sur le passé de Pétrus, c'est quand vous commencez votre carrière, et au cours des années 70, est-ce que vous avez le sentiment d'élaborer un vin qui va être mythique ? Ou est-ce que c'est quelque chose de complètement abstrait à ce moment-là ? J'en ai pris un peu la mesure à partir des années 80. Parce que la médiatisation des vins n'était pas celle d'aujourd'hui. Alors j'ai eu la chance de rencontrer le pape des écrivains du vin en 1964 à la Fleur Pétrus, qui était Harry Warr. Je ne sais pas s'il y a des anciens qui l'ont connu, et qui décrivait les vins dans leur originalité, sans créer de hiérarchie. Et on avait donc cette sensibilité de la culture anglaise. J'adore les Anglais, sauf les arbitres et au rugby, mais bon. mais on est tous pareils. Ce qui veut dire qu'ils avaient cette élégance de présenter le vin dans son originalité et ne pas comparer un coureur de 100 mètres avec un marathonien, ce qu'on a tendance à faire aujourd'hui. Donc, il y avait tout ça. Après, il y a eu Penning-Rossel, etc. Donc, on décrivait les vins sans créer cette compétition hasardeuse qui est celle d'aujourd'hui, de temps en temps. Oui. Ben justement, ça m'amène à vous poser une question directement en lien avec la dégustation. C'est comment avez-vous vécu l'influence de Robert Parker sur le style des vins de Bordeaux ? Alors moi, je suis un homme de liberté. La liberté du goût. C'est très bien. Et bon, c'est la culture basque qui est un peu qui le veut. Et donc, c'est un homme qui a l'art de la communication, qui avait son propre goût, je les respecte. Mais je n'étais pas toujours sur la même longueur d'onde, et qu'on a créé une méthodologie qui a créé un peu un monolithisme dans le concept et une standardisation du concept du vin, et que, compte tenu de son influence, qui était considérable, c'est extraordinaire, c'était un phénomène au niveau du monde du vin, tout le monde a tâché de le séduire et faire des vins pour le séduire, pour avoir des bonnes notes, dont les conséquences étaient quand même intéressantes sur les espèces sonnantes et trébuchantes. Mais d'ailleurs, vous avez résisté. Oui, j'ai résisté. Dans cette je ne le faisais pas vraiment exprès parce que c'est par passion que je faisais ces choix, puis que je laissais faire ce que j'avais fait jusqu'à présent, avec une satisfaction des vins qui satisfaisaient les consommateurs. Alors, c'est une anecdote, mais dans cette période-là, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de courriers, des gens qui m'encourageaient à dire continuez à faire les vins que nous aimons. Et ce n'était pas tout à fait dans le même registre de la nouvelle vague. Mais ceci dit, ça a permis de faire de très gros progrès à Bordeaux, parce qu'il faut... Après, il y a la spécificité du goût, mais il y a eu une prise de conscience économique
qui a fait que les gens ont fait de gros efforts techniques, et on n'a jamais fait autant de bons vins à Bordeaux qu'on en fait aujourd'hui. Mais il faut échapper à la standardisation, c'est tout. Après, il faut revenir à des préceptes qui sont plus historiques. Plus historique. Alors, ça m'amène à aborder, avant, enfin, on va reparler de la standardisation du goût. D'ailleurs, on peut peut-être le faire maintenant. Comment vous interprétez cette standardisation, justement? Comment est-ce qu'elle est encore, elle est palpable encore aujourd'hui, ou est-ce qu'on est en train de s'en écarter? Parce qu'on a eu une période quand même où le bois était très dominant, on a eu des fruits très très mûrs, voire compotés. Et puis est-ce que le balancier est en train de faire marche arrière, ou est-ce que vous avez ce sentiment-là, ou pas du tout, on reste toujours sur des vins? Alors, il y a plusieurs réponses et plusieurs approches. D'abord, la dégustation telle qu'elle est pratiquée par les médias, où quand même il y en a qui goûtaient entre 100 et 110, 120 vins dans une demi-journée. Alors, à Bordeaux, on a la chance d'avoir un homme assez extraordinaire qui s'appelle Éric Dufour, un spécialiste de la physique quantique et également de la spectrométrie de masse, qui s'est beaucoup intéressé aux protéines de la salive. Et on a une disponibilité salivaire sur les 20 premiers vins. C'est ça. Et après, on commence à avoir le palais un peu sec, plus de disponibilité, ce qui fait que l'expression du vin, pour essayer de la percevoir, il faut que ce soit des vins de plus en plus puissants, de plus en plus tanniques. Donc on pénalise ces grands vins de Bordeaux qui sont faits de délicatesse, de complexité, d'élégance, de féminité, de ce que vous voulez. Donc ils ne sont pas ce qu'on appelle en anglais des impressive wines, mais qu'au contraire, ils sont dans la discrétion et la délicatesse. Donc c'est très pénalisant pour ce type de vin. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est que ce sont ces vins qui ont fait la gloire de Bordeaux. Les autres pays du monde ont essayé de nous imiter, et à Bordeaux, on essaie d'imiter les autres régions maintenant. C'est le monde à l'envers. Voilà, parce qu'on a universalisé un peu le concept du vin, et on mélange les genres. Quel dommage. Alors, quelle région influence Bordeaux, ou influencerait Bordeaux, à votre avis? Je n'ai pas d'idée particulière. Je pense quand même la Californie en fait partie, mais après c'est devenu un peu universel. Oui. Alors il y a un autre aspect aussi qui amène à des vins toujours plus mûrs, c'est le réchauffement climatique. On voit des vins qui dépassent souvent 15 degrés, et malgré tout, dans les vignes, on voit des gens qui font des vendanges en verre, qui font de l'effeuillage. Alors je sais qu'à Pétrus, vous avez essayé dans les années 70 ces techniques, mais vous avez une autre approche. Quel regard vous portez sur ces Oui, alors sur ces techniques? à Pétrus, en 1973, on a été les premiers à faire des vendanges en verre sur 2 hectares. Ça, c'est Christian Moix qui en avait pris la décision à la suite d'une lecture de Columel qui parlait des arbres fruitiers en particulier, et il disait qu'un arbre fruitier qui est très rechargé en fruits, il fallait le délester de quelques fruits, ce qui restait mûrissait dans de meilleures conditions, était plus riche en sucre. Et partant de là, il s'est dit on va faire une transposition sur la vigne. Et 73, c'est une des plus grosses récoltes en Gironde. La France produit 80 millions d'hectolitres à peu près. Oui. Et le rendement doit être de 60-70 hectares à Bordeaux. Et on a oublié, c'est le plus bel été de la décennie 70. Ce qui fait qu'on a eu des raisins très juteux, avec des degrés alcooliques très limités, mais des tanins mûrs. Mmh. Ce n'est pas le sucre qui était le reflet de la maturité, mais c'est plutôt les tanins. Et alors j'ai fait des cuvaisons assez longues en 73. D'ailleurs, je passe du coq à l'âne, mais je vais y revenir. Et c'est la première fois où j'ai mis 20% de rafle, et ça a marché. C'est une autre histoire que je voulais vous raconter. On peut y aller. On peut y aller. Ce qui fait qu'on a reconstruit les vins qui avaient une certaine liquidité grâce à des macérations un peu plus longues que j'avais l'habitude de pratiquer et une présence de rafle. Je lui dis c'est formidable. Là, c'est un truc qui va marcher. Et après 73, je ne sais pas si vous le savez, il y a eu 74. Et en 74, rebelote une année très abondante, très liquide. Et un été très froid, très pluvieux, avec des degrés alcooliques. Les vins faisaient entre 9 et demi quand on les récoltait.
Je vais refaire comme en 73. Et j'ai recommencé pour les premiers vins que je récoltais. Et ça a été catastrophique parce que je n'avais pas compris qu'il fallait faire un diagnostic de la matière première. Qu'en 73, j'avais du raisin très mûr. Et en 74, le raisin n'était pas mûr. Et l'ajout de rafle, de tanin vert, a exacerbé ce côté un peu vert. Ce qui fait que ma deuxième partie de vinification, je suis venu très modeste. J'ai vinifié, mais d'une manière très courte. J'ai fait des vins légers. C'est le vin tel qu'il représentait son millésime, dans sa fluidité, dans sa discrétion. Mais on pouvait les boire avec plaisir. Donc, et d'ailleurs, je vais vous apprendre quelque chose. Derrière 74, il y a eu 75. Voilà, bravo. Et qui est un millésime d'anthologie pour vous. Oui, c'est mon millésime de référence. C'est celui qui me permet de jalonner mes choix techniques aujourd'hui. Alors en 75, on est en pleine période de crise, je ne sais pas pour certains vous vous en souvenez, petite récolte, une année froide, une année tardive, on vendange au mois d'octobre, les baies sont toutes petites, des peaux très épaisses avec des acidités élevées, avec un potentiel en tanin très important. Et je me dis, tu t'es fait avoir en 74, donc je vais prendre le contre-pied. Alors dans notre métier, c'est terrible. Il faut essayer d'éviter la tentation. C'est terrible de résister à la tentation parce qu'il y a beaucoup de tanins. On dit on va les extraire, on va en profiter. Et j'ai pris exactement l'opposé. C'est les cuvaisons les plus courtes de ma vie, puisque Pétrus, c'est 12 jours de cuvaison. Et aujourd'hui, c'est des vins qui sont sur le fruit et qui ne vieillissent pas. Donc, finalement... Enfin, qui restent très jeunes, parce que... Il reste d'une grande jeunesse, on a du fruit. Ce qui veut dire que pour vieillir, les vins de Bordeaux ont besoin de leur tanin. Et si on est un petit malin, on se dit plus il y a de tanin, plus ils vont vieillir. Mais la nature est capricieuse. C'est exactement l'inverse. Ce que j'ai pu voir, j'ai goûté à peu près sur 200 ans les vins avec leur histoire. C'est que ce n'est pas la quantité de tanin, mais c'est la qualité des tanins qui font le vieillissement. Et ça, c'est un paramètre très très important. Alors, je n'ai pas fini de répondre à votre question, qui était le solaire. On va revenir. Voilà. Et c'est tout ça pour dire que aujourd'hui, avec le changement climatique, alors je ne sais pas s'il y en a qui sont d'accord avec moi, je le contacte. Le premier millésime qui illustre ce changement climatique, c'est 88. Et à partir de là, les degrés alcooliques augmentent avec des constitutions de raisins qui sont de plus en plus chaleureuses, et solaires, etc. Donc, la viticulture qui a été instaurée, parce qu'on n'a pas parlé du volet viticole, mais il est fondamental. On peut faire de bons vins qu'avec des bons raisins, évidemment. Mais avec ce changement climatique, on veut avoir des comportements pour accentuer le phénomène de l'insolation. Alors, tout ce qui est vendange en verre, eh bien, ma grande... Moi, je suis coquin, un peu taquin. Quand je vois des gens qui font des vendanges en verre, je dis, pourquoi vous faites ça? Il me dit, pour concentrer. Ben non, vous diluez. Et oui, on dilue parce qu'il y a un effet de compensation. Alors, ça a été très peu étudié. Celui qui l'a étudié, c'est le professeur Fallot, professeur de viticulture à l'ENSAT de Toulouse, qui, dans les années 90, on l'a étudié ensemble, on mesurait le poids des baies et des vignes sur lesquelles on a fait des vendanges en verre. Une baie de Merlot classique, c'est autour de 1,50 g la moyenne, et on passait à 1,80 g. Donc, effectivement, le volume de jus augmentait, il y avait un effet de compensation. Mais également, c'était l'année N. Mais l'année N+1, selon la période à laquelle on fait les vendanges en verre, si c'est avant l'induction florale, l'année suivante, elle fait encore plus de raisins. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, on veut maîtriser une liane un peu sauvage et qui est capricieuse. Et la réponse, ce n'est pas toujours celle que l'on peut croire. Et je crois qu'il faut aller vers des équilibres naturels, avec une approche un peu en amont qui nous permet de ne pas intervenir d'une manière sauvage. Alors, les feuillages, je n'en parle pas, parce que ça a été étudié dans les années 60 par un grand professeur champagnol à Montpellier. Et la température sur le plan microclimatique et l'insolation, c'est très destructeur. Oui. Des anthocyanes, des aromatiques, des précurseurs aromatiques et des précurseurs des anthocyanes. Donc, j'ai la chance maintenant que je me promène à la retraite, je vais en Espagne, où il y a des vieux tempranillos qui sont à l'abri du soleil, puis d'autres qui sont palissés. Alors il y en a un, c'est des fruits confits, puis l'autre, c'est des fruits d'une grande fraîcheur et aromatique. Donc voilà, c'est un peu mon regard que j'ai sur ça.
Mais je ne détiens pas la vérité parce que c'est la liberté et chacun prend le cheminement qui lui satisfait. Mais cette liberté, on la retrouve, vous l'illustriez tout à l'heure avec la dégustation, justement. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une certaine liberté quand on élabore des vins avec la communication qu'il y a autour et la compétition autour de la dégustation? Est-ce que c'est important? C'est fondamental parce qu'on se plaint de ne pas avoir de liberté. Alors la liberté du goût, enfin, il faut se la garder. Pourquoi être sous l'influence de personnes qui ont leur propre goût et se priver du sien? Parce qu'on est dans un monde de diversité. Il y a la diversité des produits qui nous sont présentés, mais la diversité de perception. Vous savez que par rapport à la stimulation d'un même produit est perçue d'une manière différente selon les individus. Nous avons chacun notre patrimoine sensoriel, donc il faut garder cette liberté. Moi, j'aime bien me laisser aller. Et puis, quand on, dans la vie, quand on fait des découvertes, comme ça, on n'a pas d'a priori. Et il faut se laisser aller aux découvertes. C'est une aventure merveilleuse. Et alors, justement, en dégustation, on imagine, a priori, l'effet que va avoir le vin. L'émotion qu'il va devoir créer. Ça, oui, vous avez une théorie dessus. Oui, je parle d'émotion, je parle de jouissance. Alors je pense de jouissance. C'est important, la jouissance. Assez fondamentale, et dans tous les domaines. Et donc, la jouissance importante, c'est que on la considère a posteriori. Parce que quand on sert un vin, si on a un a priori, on est toujours déçu. Je ne veux pas faire de transposition dans d'autres domaines parce que je n'ai pas le temps, mais ça serait un peu scabreux. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on a un peu intellectualisé la dégustation. On l'a rendue cérébrale. C'est pour ça que je suis contre les dégustations à l'aveugle en général. Sauf dans notre métier, c'est un outil. C'est un outil quand on hiérarchise les parcelles à l'intérieur d'un cru pour essayer d'avoir des composantes pour l'assemblage final. Mais quand on fait des dégustations à l'aveugle, on déguste avec son esprit, son intellect, ses connaissances, son cérébral, et on a perdu la notion de la relation viscérale. Et moi, les seules dégustations que j'ai réussi à l'aveugle, c'est des vins que je n'avais jamais dégustés, mais c'était purement intellectuel, parce que je faisais des déductions, etc. Donc, il faut se méfier des dégustations à l'aveugle, parce qu'elles créent des illusions des illusions. Alors, avec la notion de Boisé, avec la notion de Boisé, accorde d'une manière beaucoup plus importante. Oui. Et je pense toujours à notre ami Jean-Didier Vincent, qui, il y a une vingtaine d'années, m'avait expliqué qu'il y a une odeur qui est très addictonique, mais qui est un grand tranquillisant, c'est la vanille. Tous les sirops pour les enfants sont à base de vanille. Et quand on fait une dégustation à l'aveugle, et si vous avez une ligne avec des vins de plusieurs origines, mais tout le monde sera en arrêt sur celui qui est dans du bois, qui est le plus boisé, qui est le plus vanillé. Et la boisson la plus addictonique dans le monde, vous savez laquelle c'est la plus vanillée qui puisse exister, c'est le Coca-Cola. Donc, on crée des phénomènes d'addiction, et la vanille est un tranquillisant psychique, et qui nous rassure sur la qualité des choses. On a un relationnel très particulier. Merci pour ces explications. On parlait de liberté tout à l'heure et de jouissance, et il y a quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, et qui, je pense, a construit votre identité et votre regard sur le vin, c'est votre père, qui était poète. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord son parcours, et qu'est-ce qu'il vous a apporté sur votre regard sur le monde du vin? Alors, il a apporté... Pardon. Bois un verre d'eau. On va boire un petit coup d'eau. Bon, ça y est, c'est passé. Non, il a apporté la sensibilité, l'amour de la vie, l'amour des êtres humains, l'amour du vin. Donc, c'est la manière d'être heureux. On va parler d'autre chose. Je ne m'attendais pas à ça.
Merci Jacob. Alors, il y a une petite rue qui porte son nom. Son nom de poète était Denis Réjeanne. Petite rue qui est exactement à mi-chemin entre Pape Clément et Aubryon. Voilà. Ah, elle est bien placée. Voilà. Et il aimait le vin, il nous l'a fait aimer, mais toujours en positivant ce qu'il y avait toujours de positif dans les vins, dans la nourriture, dans la nature, jamais le négatif. Parce que c'est toujours plus facile de repérer les défauts que les qualités dans le vin ou chez les êtres humains, toujours. Tout à fait. Et alors, est-ce qu'il vous a influencé ? Est-ce que, quand on a un papa comme celui-là, est-ce qu'on regarde le vin d'une autre manière que son voisin ? Est-ce qu'on y met de la poésie ? Le vin, alors c'est une anecdote parce que il avait un atavisme pour le Pays Basque incroyable, donc il fallait que je lui trouve toujours... Son fils aussi. Oui, son fils aussi. Mais il fallait toujours que je lui trouve du vin d'Irouléguy, du rouge. Il n'y avait plus que la coopérative de Saint-Étienne-Baïgoury, on rentrait dans la cave, il y avait autant de jambon au plafond que de cuves dans la... Et c'était un vin épouvantable à l'époque, mais il y avait la croix basque sur l'étiquette, donc alors c'était un vin affreux, mais comme c'était de l'Irouléguy, il le trouvait bon quand même. Donc il y a l'aspect psychologique dans le regard qu'on peut avoir sur la qualité des produits. Là, c'est toute la subjectivité de la culture. Là, oui, donc mais là il fallait faire un gros effort quand même. Là, oui, mais Irouléguy porte en lui un cépage qui vous est cher. Et le Cabernet Franc. Le Cabernet Franc. Et oui, parce qu'il est né en Navarre, ce cépage. Son nom basque est la Cheria, qui veut dire le renard. Il est né sur le piémont pyrénéen, en Navarre espagnole. Et par voie terrestre, il est arrivé sur le côté nord des Pyrénées. Et c'est là qu'on l'a trouvé. À Irouléguy, à l'origine, dans la période pré-phylloxérique, il y avait beaucoup de phylloxéra. Et d'ailleurs, grâce à une émission, une dizaine d'années, avec FR3, on a découvert un cirque où il y avait des Cabernet Franc pré-phylloxériques, ouais. Qui ont 150 ans, une parcelle qui était encore en échalas et en foule. C'était un spectacle, on aurait dit un champ de sculpture merveilleux. Alors, ce Cabernet Franc, par voie marine, c'est les marins qui l'ont amené à Bordeaux et c'est les marins qui l'ont amené dans les pays de la Loire pour faire les Chinons, les Bourgueil, etc. Mais également, c'est le père de nos cépages, c'est le père du Merlot. Il s'est marié avec une très jolie femme, la Magdeleine des Charentes. Il s'est marié avec le Sauvignon pour faire le Cabernet Sauvignon. Et vous savez, avec le génie moléculaire et génétique, moi, il y avait un diplôme universitaire d'ampélologie à Bordeaux. On disait ampélologie, pas ampélographie, parce que le terme d'ampélographie, c'était au 19e siècle où on dessinait les raisins et les feuilles, etc., pour les identifier. D'ampélologie. Et tout ce que j'ai appris, on peut le mettre à la poubelle parce que c'est devenu. Il y avait les cotéoïdes et les carmenés, mais aujourd'hui, c'est la grande famille, c'est la famille des Cabernet Franc, c'est Jean-Michel Boursicot à Montpellier, qui est notre grande référence ampélologique qui a remis toutes les choses en place. Là, on fait des grandes découvertes sur la traçabilité. Alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que souvent, on fait des recherches en paternité. Là, chez nous, on fait des recherches en maternité. Là, c'est pour la vie. Et alors, il y a un extraordinaire Cabernet Franc qui se fait juste à côté de Pétrus. Et Pétrus est en Merlot, et le Cabernet Franc s'exprime merveilleusement bien juste de l'autre côté de la rue. Dans une propriété mitoyenne, qui est le Château Lafleur. Le Château Lafleur. À Pomerol, oui. Alors, ce qui est extraordinaire... Ma question, c'était pourquoi le Merlot s'exprime aussi formidablement bien d'un côté de la route et le Cabernet Franc de l'autre côté. Qu'est-ce qui fait la différence et qui les réunit au sommet de la qualité ? Alors, on découvre un mariage merveilleux entre le Merlot, un porte-greffe qui est le Ripari à gloire de Montpellier à l'origine, et le sol argileux. Oui. Juste une petite parenthèse. Bon, moi, j'aime bien défendre l'environnement, etc. Mais l'homme n'a pas que défaut et que le greffage a sauvé notre vignoble. Et juste, ça me permet quand même de placer cette information, c'est que le Merlot greffé est nettement meilleur que le Merlot sur pied franc. Et il y a eu des études même à l'INRA dans les années 60 où on greffait Merlot sur Merlot
Et le greffage faisait qu'il n'y avait pas les inconvénients qu'avait le merlot en pied franc. Et le Malbec, je pense que c'est exactement l'inverse. Alors la chance, c'est que maintenant que je travaille en Argentine, les Malbec pied franc, non, pas obligatoirement, mais pied franc, sont souvent meilleurs que les Malbec greffés, à âge identique, bien entendu, il faut comparer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on parlait de quoi? À la fleur, voilà. La fleur. Oui, alors on parlait de la fleur. Qu'est-ce qui fait qu'à la fleur, le Cabernet Franc s'exprime aussi bien? Et là, c'est cette ceinture de grave qui est revenue recouvrir ce mamelon argileux. Et on est dans un site où le vieux Cabernet Franc, parce que le drame du Cabernet Franc, comme c'est un cépage ancien, il a une grande diversité génétique. Et quand on a sélectionné les clones, alors c'est un truc que je ne comprends pas, c'est l'époque où on cherchait des têtes de clones, donc à l'INRA et les chambres de culture travaillaient conjointement pour leur clone. Il n'y en a pas un qui est venu dans le Libournais. Alors je me dis, oui, ils étaient en vélo, on ne leur payait pas les frais de déplacement, mais c'est invraisemblable. Les deux premières têtes de clones, il y en a une qui est venue de la Loire et l'autre de Loire-Atlantique, l'autre des Pyrénées-Atlantiques. Ce qui fait qu'on l'a mal cloné et on a refait un travail très très important pour retrouver quand même des lignées qui soient plus qualitatives. Donc quand on parle de Cabernet Franc, on est dans un monde de diversité génétique extraordinaire. Et à la fleur, il faut un gros effort de sélection massale. Depuis 1985, on a instauré la sélection massale. Pour les merlots, c'est la même chose. Et aujourd'hui, on a un potentiel végétatif très important. Parce que là aussi, on s'est appauvri sur le plan du patrimoine végétal au niveau de la diversité des cépages. Parce que le cépage, c'est une variété, et à l'intérieur d'une variété, il y a plusieurs individus qui sont génétiquement différents. Là. Tout à fait. Et alors, Pétrus, aujourd'hui, c'est votre fils, Olivier, qui est là, qui le dirige. Et est-ce que vous y mettez encore les pieds? Est-ce que vous l'épaulez? Quel rôle vous avez? Oh, ben, vous savez, il se trouve que j'ai la chance, on s'entend bien, et on boit du vin depuis longtemps, je les ai initiés, et il sollicite son vieux père quand il a une préoccupation particulière, ce qui fait que j'ai le grand plaisir de continuer, d'exister à travers ce cru. Et c'est lui le chef d'orchestre maintenant. Vous lui avez laissé les clés en toute confiance. Je lui glisse quelques notes de temps en temps. Là, Et votre autre fils, Jeff, lui s'occupe du domaine familial, parce que vous vous êtes installé à Montagne, au vieux château Saint-André. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est un viticulteur, il s'occupe de la vigne, c'est l'homme de la terre, c'est un vigneron, il adore conduire les tracteurs, il adorait jouer au rugby, c'est un homme de terrain, c'est lui qui s'occupe entièrement de cette propriété, et il s'en occupe remarquablement bien, oui. Il me demande... Alors, il parle moins que son frère aîné. Alors, il faut que j'aille un peu plus au-devant de lui, parce que je lui dis, mais tu ne me poses pas de questions. Mais non, j'ai la chance. Et j'ai une belle fille qui est œnologue aussi, ce qui fait qu'il y a un phénomène de saturation pour mon épouse quand on est toute la famille réunie. Voilà, elle est directrice de petit village à Pomerol. Et voilà, donc le vin, c'est bien, vous restez dans un territoire qui est très... Tout à fait, oui. Mais alors vous, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste quelques vignes quand même, du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, à Ispour, la banlieue de Saint-Jean-Pied-de-Port, oui. Qu'est-ce que vous y faites? Mais j'y fais essentiellement surtout du vin blanc. Alors j'ai un peu de vin rouge, je fais 100% de Cabernet Franc. Mais on m'apprend que je n'ai pas le droit normalement, parce qu'il y a une nouvelle réglementation. Alors il y a vraiment, c'est la bêtise humaine qui s'exprime à travers les réglementations. C'est-à-dire qu'à Iroulégui, qui est le territoire du Cabernet Franc, on n'a pas le droit d'utiliser intégralement... 90% au maximum. Là, on a sorti ça du chapeau. Mais vous savez, c'est les viticulteurs eux-mêmes qui formatent un peu les cahiers des charges des ODG. Enfin, ça, c'est autre chose. C'est l'intelligence collective. Voilà. On ne va pas déborder, là. Non. Et donc, je plante du vin blanc. Alors, toute ma démarche, c'était revenir au Pays Basque pour des raisons sentimentales, et en plantant surtout du vin blanc pour me changer les idées, et dans des terrasses de la Radoy, qui est un mont rouge, là, en terre, des grès rouges, c'est un endroit assez spectaculaire, où j'ai planté 3 cépages, le gros Mansin, le petit Courbu, et très peu de petits Mansins. Le petit Mansin
et fait surtout pour faire des blancs liquoreux, comme à Jurançon en particulier. C'était le cépage des vins d'Henri IV. Là, et donc, j'ai voulu faire un vin où il n'y a aucune interprétation ou aucune influence technique. C'est-à-dire, on ramasse du raisin à la main, bien entendu, on le presse, on le débourbe, il fermente dans une cuve en inox et on le met en bouteille. Comme ça, je dis, il me raconte sa propre histoire. C'est ça qui est merveilleux. Quand le vin a une identité, il raconte son histoire. Quel est-il? Pas de bois, pas de macération, rien. Tout ça, c'est tel qu'il est. D'ailleurs, on va en boire ce soir, pour ceux qui sont à table. Pour ceux qui restent. Alors, j'avais une dernière question, qui est une question un peu particulière, mais est-ce qu'il y a un vin que vous auriez aimé vinifier autour de votre carrière? Est-ce que vous avez dit, tiens, celui-là, j'aurais bien aimé Alors maintenant, je suis marié, c'est comme si vous me demandiez si je voulais, s'il y avait une autre femme que j'aurais voulu épouser. Et comme elle va être au courant de ce que j'ai pu dire, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question. Non, mais ce qu'il y a, le fait de voyager m'enrichit énormément. Et je fais des découvertes extraordinaires. Alors je vais en Chine, dans un endroit à 800 km au sud de Pékin, où on est dans un monde qui est complètement différent du nôtre. Alors, vous savez qu'on enterre les vignes l'hiver, et j'y vais avec le frère d'Olivier. Et là, la vigne était un buisson, on a fait un gros effort viticole. Mais le vin, tel qu'il est produit, n'a rien à voir. C'est toujours la référence qualitative, comme s'il n'y avait qu'une qualité. C'est des vins beaucoup plus légers, ils font autour de 12 et demi, plus acides, donc avec une forme de liquidité. Et la manière dans laquelle il est consommé avec, vous savez, les tables qui tournent en Chine avec plein de plats, c'est un vin qui correspond exactement à ce qu'il faut. C'est un vin de consommation qui désaltère, qui accompagne la nourriture d'une manière anodine. Et il est là, il accompagne d'une manière discrète, mais il n'est pas mis en avant, il est mis derrière les plats. Et je me dis, si on le mettait ici à Bordeaux, on dirait, mais ce vin, il n'est pas... En Chine, il y a des endroits où on fait des vins remarquables. Mais là où je vais, il est exactement dans la culture chinoise, dans la gastronomie, etc. C'est un vrai vin chinois. C'est un vrai vin chinois, voilà. Mais il faut pas... Il répond aux besoins de son terroir et de son territoire. Et exactement. Donc, quand on est en Argentine, eh bien, alors on mange beaucoup de viande là-bas, et qu'il faut des vins un peu costauds. Mais quand on est au pied de la cordillère des Andes, là, avec un ciel bleu, enneigé, et qu'on fait un pique-nique en plein air, les vins argentins sont très agréables. Alors l'été, ou quand il fait chaud dans une salle, ils sont un peu trop chauds. Mais chaque vin trouve sa place, et puis il faut lui trouver de belles circonstances. Là, oui. Donc vous le vinifiez dans votre esprit, en fait. Oui, vinifier. Alors, quand on est consultant, je dis jamais ce qu'il faut faire, parce que moi-même, je ne le sais pas toujours. mais il faut qu'il y ait un échange étroit, et il y a des gens sur place qui travaillent toute l'année, puis on n'arrive pas les mains dans les poches, il faut faire ça, et on essaie de trouver des voies, ce que l'on veut faire, et quels sont les choix que l'on peut faire. Et c'est le décideur, c'est toujours mon interlocuteur, c'est jamais moi. Toujours, il faut toujours se mettre derrière les gens qui travaillent sur place. Vous avez toujours cette même humilité. Oui, mais c'est de l'humilité mêlée de diplomatie. Parce que si vous allez quelque part en disant à quelqu'un il faut faire ça et ça, quand vous avez le dos tourné, le gars il fait ce qu'il veut. C'est ce qui est normal d'ailleurs. Moi je ferais la même chose. Donc, mais à partir du moment où on est convaincu, on a un choix qui est commun, là c'est ma manière de travailler. Je vous remercie Jean-Claude.